La roquette quitte le lanceur à 2000, les soldats au sol ont 4 secondes, 4 secondes pour entendre l'alerte, 4 secondes pour bouger, 4 secondes entre la vie et la mort. Et dans le sud du Liban, sur un tronçon de route poussiéreux que le monde avait presque oublié, 4 secondes n'ont pas suffi. Les images sont réelles, l'impact est direct. Et ce que vous êtes sur le point de comprendre ne concerne pas seulement une roquette frappant un véhicule blindé dans un coin du Moyen-Orient. Ce que vous êtes sur le point de comprendre, c'est l'architecture secrète d'une guerre que les gouvernements les plus puissants du monde ne veulent pas voir expliquer. Une guerre où les règles de l'ancien Moyen-Orient sont mortes avec le guide suprême de l'Iran et où une nouvelle ère brutale et chaotique est née du jour au lendemain. Une guerre où l'une des armées les plus techniquement sophistiquées de la planète est frappée encore et encore par une milice qui a appris à combattre depuis des tunnels, des sous-sols et les décombres de ses propres quartiers détruits. Cette armée est équipée de chasseurs furtifs F-35, de surveillance satellitaire et de systèmes de ciblage par intelligence artificielle. C'est pas de la propagande, c'est pas de la spéculation, c'est la réalité documentée, vérifiée, image par image, de ce qui se passe en ce moment dans les collines du sud du Liban. Et une fois que vous aurez compris l'ensemble du tableau, une fois que vous aurez compris ce qui est réellement en jeu, ce qui est réellement caché par la couverture des grands médias, vous ne regarderez plus jamais ce conflit de la même façon. Revenons au début. Pas au début de cette bataille précise, mais au début de tout ce qui a rendu ce moment inévitable. Pendant près de 2 ans, d'octobre 2023 à la fin de 2024, le Hezbollah opérait dans ce que les analystes militaires appellent l'ambiguïté stratégique. Il tirait. Il menait des escarmouches. Il menaçait, mais ils n'allaient pas jusqu'à la guerre totale. Ils comprenaient une chose essentielle. À l'instant où ils s'engageraient pleinement, Israël répondrait avec tout ce qu'il avait. Alors, ils sont restés juste sous le seuil de l'escalade totale. Des milliers de roquettes ont été lancées sur le nord d'Israël, des communautés entières ont été évacuées, plus de 60 000 civils israéliens ont été déplacés de leur maison dans la région de la Galilée, mais il n'y a pas eu de guerre totale, seulement une saignée calculée et mesurée. Puis est arrivé novembre 2024, le cessez-le-feu, un accord négocié par les États-Unis qui devait créer un espace diplomatique, un espace militaire et une respiration. Pendant quelques mois, il a tenu. Le Hezbollah a retiré ses combattants, Tsahal a suspendu ses frappes. Le monde a expiré. Mais personne n'a expiré bien longtemps. Le cessez-le-feu reposait sur une fondation de sable. Il n'avait aucun mécanisme d'application que l'un ou l'autre camp craignait réellement et aucune solution au problème structurel fondamental. Le Hezbollah avait encore entre 150 000 et 200 000 roquettes entreposées dans des dépôts à travers le Liban. Et plus important encore, il avait toujours l'Iran. Et l'Iran n'en avait pas fini. Le 1er mars 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées en profondeur sur le territoire iranien. Le ciblage était chirurgical. Les résultats ont été historiques. En quelques heures, le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, l'homme qui avait tiré les ficelles de l'axe de la résistance pendant des décennies, qui avait financé le Hezbollah avec des milliards de dollars et qui avait transformé le Liban en base avancée de projection de puissance iranienne, était mort. Les frappes l'ont tué, et avec lui, elles ont tué l'ancien nord du Moyen-Orient. Un jour plus tard, le 2 mars 2026, le Hezbollah est entré pleinement dans la guerre, complètement et sans réserve. Le Hezbollah n'est pas entré dans cette guerre parce qu'il était forcé. Il est entré parce qu'il l'a choisi. La mort de Khamenei, l'homme qui était le parrain et le protecteur idéologique du Hezbollah, a créé une crise interne qui a rendu le combat plus viable que l'inaction. Si le Hezbollah était resté silencieux pendant que l'Iran était attaqué et que son dirigeant était tué, l'organisation se serait effondrée de l'intérieur. Ses combattants auraient perdu la foi. Son soutien politique se serait évaporé. Et la crédibilité qu'il avait passé 40 ans à bâtir aurait été détruite en une seule nuit de silence. Alors, ils ont combattu. Et ils ont combattu d'une manière qui a véritablement choqué l'armée israélienne. Non pas parce que le Hezbollah est plus puissant qu'Israël. Il ne l'est pas. Et non pas parce que sa technologie est supérieure, mais parce que il avait passé des années à se préparer exactement à ce scénario. Les images qui sortent du sud du Liban sont la preuve de cette préparation. Voici ce que les caméras ont capté.
Un véhicule blindé du génie israélien, un Puma, l'une des plateformes les mieux protégées de l'inventaire de Tsahal, conçu pour résister aux tirs anti-chars, avançait dans une position. L'unité anti-char du Hezbollah l'observait patiemment avec du matériel de surveillance qui aurait été fourni par des canaux iraniens et russes. La roquette a frappé le Puma directement, le véhicule a été endommagé. Tsahal a immédiatement dépêché un Caterpillar D9, l'énorme bulldozer blindé utilisé dans chaque opération de combat urbain, pour l'assister. C'est la procédure opérationnelle standard, c'est exactement ce que Tsahal a toujours fait et le Hezbollah le savait. Ils ont attendu. Quand le D9 est arrivé et s'est rangé aux côtés du Puma, le Hezbollah a tiré de nouveau. La deuxième roquette a frappé le D9. 2 soldats ont été tués. C'était une embuscade séquentielle délibérée, un piège dans un piège. La première roquette était l'appât. La deuxième roquette était le tir fatal. C'est une stratégie d'appât et de substitution. Vous frappez le premier véhicule pour forcer une réponse de secours en apprenant les réflexes de l'ennemi pour les utiliser contre lui au moment où il est le plus vulnérable lorsqu'il tente de sauver les siens. La question que les analystes à Washington et à Tel Aviv se posent est la suivante. Comment le Hezbollah est-il devenu aussi bon? La réponse a plusieurs couches. Première couche, l'Iran a passé 20 ans à les rendre bons. Pas seulement à les armer, mais à les entraîner. La force Al-Quds des gardiens de la Révolution a intégré des conseillers militaires, des vétérans du combat, des experts en balistique et des spécialistes de la guerre électronique qui ont étudié la manière dont Tsahal communiquait et fonctionnait sous le feu. Deuxième couche, la Russie. C'est la couche que les gouvernements occidentaux hésitent à aborder. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré en mars 2026 que l'Ukraine possédait des preuves que la Russie continuait de fournir des données de renseignement à l'Iran. Le réseau russe de renseignement satellitaire et de signaux partageait des données opérationnelles avec Téhéran qui descendait ensuite jusqu'au commandant du Hezbollah dans des bunkers souterrains. Quand une roquette trouve sa cible avec une précision chirurgicale, il faut se demander quels yeux l'ont aidé à y parvenir. Troisième couche, le temps. Le Hezbollah prépare ce champ de bataille depuis des décennies. Réseau de tunnels, armes prépositionnées, caches sous des infrastructures civiles et postes d'observation déguisés en maisons. Le 10 avril 2026, les forces de Tsahal ont trouvé un lanceur chargé à l'intérieur d'une école dans le sud du Liban. C'est stratégique. Le droit international crée de l'hésitation et l'hésitation crée de la vulnérabilité. Maintenant, parlons des chiffres. Avant cette guerre, le Hezbollah avait jusqu'à 200 000 roquettes. Au moment du cessez-le-feu de novembre 2024, 70 à 80% de ce stock avait été détruit. Mais pendant 2025, ils ont reconstruit. Lorsque la guerre a repris en mars 2026, il leur restait environ 30 000 roquettes. Depuis, Tsahal a ramené ce nombre entre 10 000 et 23 000. Mais le chiffre qui change la perspective, c'est 100 roquettes par jour. C'est le nombre de roquettes et de drones que le Hezbollah lance quotidiennement depuis le début de cette guerre. De façon constante, jour après jour. Même avec une défense aérienne avancée, si 10 ou 15 passent chaque jour, ils frappent des maisons, des écoles et des villes. Le 11 mars 2026, ils ont lancé 200 roquettes en une seule nuit. Les dégâts ne sont pas seulement structurels. Ils atteignent le système nerveux d'une nation entière. À Safed, une roquette a frappé un stationnement, détruisant des dizaines de voitures. À Nahariya, les dommages matériels sont importants. À Kiryat Shmona, des roquettes ont frappé sans sirène d'alerte. Et puis, il y a eu la frappe près de la frontière qui a blessé 8 soldats, dont le fils du ministre des Finances Bezalel Smotrich. Quand la guerre devient aussi personnelle pour le cabinet, la dynamique politique change. Le 7 avril 2026, les États-Unis, Israël et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines pour suspendre la guerre directe avec l'Iran. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré qu'il couvrait tous les fronts, mais Israël et les États-Unis ont rejeté cette interprétation. Le cessez-le-feu concernait l'Iran, pas le Hezbollah. Pendant que les diplomates parlaient à Washington, les avions israéliens frappaient le Liban. La position du Premier ministre Netanyahou est explicite, aucun cessez-le-feu avec le Hezbollah tant qu'il n'est pas démantelé
et repoussé loin de la frontière. La réponse du Hezbollah, par l'intermédiaire de son secrétaire général Naïm Qassem, est qu'il ne sera pas dissuadé. Qassem, désormais lui-même une cible désignée, a appelé le gouvernement libanais à rejeter tout accord qui laisserait le Hezbollah sans protection. Pendant ce temps, l'infrastructure de santé du Liban s'effondre. L'OMS a averti en avril 2026 que les hôpitaux manquent de fournitures. Plus de 300 civils libanais ont été tués en une seule journée de frappe, dont 13 membres des forces de sécurité de l'État dans un bâtiment gouvernemental à Nabassieh. Pour Israël, arrêter maintenant signifie permettre à un Hezbollah réarmé de rester sur sa frontière pour toujours. La leçon du 7 octobre, c'est que la dissuasion sans démantèlement est une illusion. Pour le Hezbollah, arrêter sans victoire politique signifie que le sacrifice de milliers de combattants n'aura servi à rien. Pour les États-Unis, l'administration Trump a soutenu le droit d'Israël de frapper le Liban tout en poursuivant le cessez-le-feu avec l'Iran et en maintenant un blocus naval. Puis il y a l'opération Eternal Darkness, le 8 avril 2026. Elle a potentiellement été plus dévastatrice que l'opération des téléavertisseurs de 2024. 50 avions de chasse, 160 bombes, 100 cibles en 10 minutes. Ils n'ont pas frappé des dépôts, ils ont frappé des salles et des centres de commandement. 250 combattants du Hezbollah ont été confirmés tués en une seule minute. Parmi les morts se trouvait Ali Youssef Archi, le neveu et secrétaire de Naïm Qassem. C'était de la guerre psychologique à un niveau intime. Tsahal a aussi révélé que le Hezbollah avait abandonné son bastion dans les banlieues de Daïeh, à Beyrouth, pour se relocaliser dans des quartiers mixtes. Tsahal a lancé un avertissement. La destruction que le Hezbollah apporte le suivra. C'est l'horreur stratégique de combattre une organisation intégrée dans le tissu civil. Quand vous frappez un bastion, elle se déplace vers une zone mixte où la frapper risque de coûter des vies civiles. Cette guerre a même bondi jusqu'à Chypre. Le 2 mars 2026, des drones ont frappé la base britannique RAF Akrotiri à Chypre. Le gouvernement chypriote a confirmé qu'ils avaient été lancés par le Hezbollah. Pensez-y. Le Hezbollah a frappé un territoire souverain britannique sur une île européenne. Cela aurait pu déclencher un débat sur l'article 5 de l'OTAN, mais en raison de la complexité, l'affaire a été retirée des manchettes. La guerre a aussi touché le Koweït, où une cellule du Hezbollah a été arrêtée avec des drones et des armes alors qu'elle préparait une attaque. Sur le terrain, la 98 division de Tsahal se bat rue par rue à Bin Jbeil. Le 13 avril 2026, elle a pris le contrôle de la ville, la capitale symbolique que le Hezbollah détenait en 2006. Mais le coût est élevé. 10 soldats de Tsahal ont été tués depuis le 2 mars. Le ministre de la Défense Katz a ordonné le rasage de tous les bâtiments de la première ligne des villages frontaliers libanais, afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être utilisés comme zone de rassemblement. Des ponts sur le fleuve Litani ont été détruits pour couper le ravitaillement. Israël construit unilatéralement une zone de sécurité, une bande tampon contrôlée par des troupes au sol. C'est l'architecture d'une nouvelle réalité à long terme. Les pourparlers directs du 15 avril 2026 entre Israël et le Liban ont été extraordinaires. Le président Joseph Aoun a signalé une volonté de discuter du désarmement du Hezbollah, quelque chose qu'aucun président libanais n'a osé dire ouvertement depuis des décennies. Mais la frappe parfaite du Hezbollah, filmée par les caméras, montre qu'il est loin d'être fini. Elle est le produit de 40 ans d'investissement et d'une volonté d'absorber les pertes. Israël a tué plus de 1400 agents et détruit 4000 sites. Et pourtant, 100 roquettes volent encore chaque jour. Cela nous dit qu'au XXI siècle, on ne peut pas facilement réduire au silence un engagement idéologique par les bombardements. Les caméras ont capté la frappe parfaite, mais elles ne peuvent pas capter la tempête parfaite. L'effondrement de l'ancien axe iranien, le vide laissé par la mort de Khamenei, les rues fumantes de Beyrouth et les villes vides du nord d'Israël. Alors que 2026 se poursuit, le feu brûle plus fort que jamais. La roquette était parfaite. La guerre ne fait que commencer. La réalité de 100 roquettes par jour, c'est que la psychologie d'une nation change. On ne planifie plus l'année, on planifie la prochaine heure.
En Galilée, l'économie est essentiellement arrêtée, le tourisme, l'agriculture et le commerce local sont gelés. C'est la saignée mesurée que le Hezbollah voulait provoquer, rendre le coût de la vie dans le nord d'Israël si élevé que le territoire devient fonctionnellement inhabitable. C'est une guerre d'usure où la cible n'est pas seulement un char, mais l'endurance d'une société. Du côté libanais, le déplacement de 600 000 personnes crée une cocotte minute pour le gouvernement à Beyrouth. Les hôpitaux de Tyr et de Sidon sont débordés, pas seulement par des combattants, mais par des familles prises dans les tirs croisés de l'opération Eternal Darkness. Quand le bulldozer D9 a été frappé, c'était pas seulement une perte d'équipement, c'était un message à chaque équipe de secours. Personne ne vient vous sauver. C'est l'avantage psychologique que le Hezbollah cherche à maintenir. En utilisant le renseignement partagé par la Russie et l'électronique conçue par l'Iran, ils ont réduit l'écart en matière de connaissances situationnelles. Ils ne réagissent plus seulement aux mouvements israéliens, ils les anticipent. La précision des frappes contre la base aérienne de Ramat David et la base d'Amiad montre que leur modification locale de la technologie des drones fonctionne. Ils trouvent des moyens de passer sous les radars des systèmes de défense à plusieurs milliards de dollars en utilisant le masquage du terrain à basse altitude et le ciblage optique qui ignore le brouillage électronique. La géopolitique de 2026 est dictée par cette coordination de l'axe de la résistance. Quand un drone frappe une base à Chypre ou qu'une cellule est découverte au Koweït, cela prouve que le théâtre de guerre est désormais tout l'est de la Méditerranée et le Golfe. La mort de Khamenei n'a pas mis fin au réseau, elle l'a décentralisé, le rendant plus imprévisible. Chaque commandant sur le terrain ressent maintenant le besoin de prouver sa loyauté et sa capacité. Cela rend la situation plus dangereuse parce qu'il n'y a plus de bouton d'arrêt unique à Téhéran. La guerre est devenue un cycle auto-alimenté de frappes et de contre-frappes. La décision d'Israël de détruire les villages frontaliers et les ponts est une tentative de créer une réalité géographique dure qui ne dépend pas de promesses diplomatiques. En retirant physiquement les abris et les points de passage, ils essaient de ramener l'horloge à l'avant. 1-9-8-2, mais à l'ère des drones et des roquettes à longue portée, la géographie compte moins qu'avant. Une roquette peut être tirée depuis le Litanie aussi facilement que depuis la frontière. Un drone peut être lancé depuis un sous-sol du nord de Beyrouth. La zone de sécurité peut protéger contre un raid terrestre, mais elle ne peut pas arrêter les 100 roquettes par jour. C'est le paradoxe de la puissance militaire moderne. Vous pouvez contrôler la terre, mais vous ne pouvez pas contrôler le ciel. Pendant que les États-Unis négocient des cessez-le-feu avec les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques comme le Hezbollah continuent de définir la réalité sur le terrain. Le cessez-le-feu de 10 jours a été un triomphe diplomatique pour l'administration Trump. Mais pour le soldat de 19 ans coincé dans un char immobilisé, il n'existait pas. Le décalage entre les salles de négociation à Washington et les routes poussiéreuses du sud de Liban n'a jamais été aussi grand. Tout le monde regarde les images de la frappe parfaite et y voit un succès tactique. Mais la réalité stratégique, c'est une région au bord de l'effondrement total de l'ordre d'après-guerre froide. Le feu se propage, les règles ont disparu et la fenêtre de 4 secondes entre la vie et la mort est tout ce qui reste à ceux qui sont pris au milieu. La requête était parfaite. Les conséquences se feront sentir pendant des générations. La précision des unités anti-chars n'est qu'un côté de la médaille. L'autre, c'est la destruction systématique du paysage lui-même. Dans le sud du Liban, l'environnement a été transformé en armes. Le projet Green Without Borders du Hezbollah, qui, pendant des années, prétendait être une ONG environnementale, était en réalité une façade pour construire des postes d'observation fortifiés le long de la ligne bleue. Aujourd'hui, ces forêts et ces bosquets sont brûlés par le phosphore blanc israélien et l'artillerie, révélant un réseau de bunkers, de béton et de tubes de lancement qui étaient cachés à la vue de tous. C'est une guerre contre la terre même du Liban. De plus, la course technologique a atteint un sommet terrifiant avec l'introduction des drones suicides FPV, à vue à la première personne. Ce ne sont pas les Shahed iraniens sophistiqués. Ce sont des drones de course de loisirs modifiés avec des ogives de RPG, pilotés par des opérateurs assis dans des sous-sols à des kilomètres de distance. Ils peuvent poursuivre un soldat dans une pièce, suivre un véhicule sous un pont et frapper avec la précision d'un scalpel de chirurgien,
Entre les mains de l'unité aérienne, spécialisée 127 du Hezbollah, ces drones ont transformé les collines du sud en zone interdite pour les patrouilles israéliennes non blindées. Ce que nous voyons, c'est la naissance de la guerre distribuée. Il n'y a pas de quartier général central à bombarder, pas de général unique qui puisse se rendre. À la place, il y a des milliers de petites cellules indépendantes, chacune avec assez de puissance de feu pour détruire un char d'1 million de dollars. Alors que la 91e division israélienne pousse plus au nord, elle ne combat pas seulement des hommes. Elle combat un système automatisé et décentralisé conçu pour survivre à n'importe quel mandat politique ou accord de cessez-le-feu. Le monde regarde les capteurs de haute technologie et pense que la guerre est en train d'être gagnée. Mais sur le terrain, la règle des 4 secondes reste la seule loi qui compte. La roquette est toujours plus rapide que le traité de paix. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.